Alors bonjour à tous, je vois qu'il me manque encore quelques-uns d'entre vous, mais on va pouvoir commencer. Pour vous présenter un petit peu le planning de cette semaine, donc cette semaine, on va vraiment, avancer l'embryo. L'idée, c'est d'avoir fini le TP, soit aujourd'hui, soit demain et en tout cas d'avoir complètement, bouclé le chapitre 1 à la fin de la semaine. Ce qui permettra d'avoir déjà des premières évaluations orales qui porteront aussi sur, l'embryo. 2e point, cette semaine aussi, on fera un petit topo, sur les présentations orales pour les TIPE. Donc vous savez que la date limite pour rendre votre TIPE, c'est le lundi 15. Donc je vais vous faire une place sur l'ENT, hein. Comme j'avais fait une place, pour les pré-rapports, eh bien je vais faire une place pour les rapports. Je vais enlever les pré-rapports de l'ENT et comme ça vous pourrez y positionner vos rapports. D'accord? Donc vraiment, si vous pouvez, dans le week-end, c'est le mieux et au plus tard lundi, lundi soir, ce sera, enfin après je dirais que, on va dire allez lundi, après minuit. Si mardi matin on les a pas, ça vous fera, des points de pénalité. Ça c'est sûr. Voilà. Hem Je vous envoie cet après-midi le planning des TIPE. Donc comme ça, vous aurez, vous saurez à peu près quand est-ce que vous passez, vous serez fixé. J'ai une petite question pour, vendredi 19. Donc il y a des calls l'après-midi et j'ai mon dernier groupe de call qui est le groupe 15, donc qui passe, je ne sais plus exactement, mais je pense que c'est un peu dans la fin de l'après-midi, qui a un empêchement, donc il faudrait un échange avec ce groupe 15. Voilà, donc si l'un d'entre vous pouvait échanger, ce serait l'idéal. Ce serait bien que ça se fasse, sinon je le ferai moi-même, hein, j'échangerai. Voilà. Quoi d'autre à dire? Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais corriger l'exercice de colle 5, d'accord? Donc sur euh, sédimentaux. Je vais aussi corriger vos schémas de synthèse de subduction, dont je ne suis pas très très contente. Je vous ai pas mis de nouvelles cartes géologiques parce que j'ai eu aucun retour sur la carte géologique que j'avais mise la semaine dernière. Donc, j'imagine que vous l'avez pas faite, vous n'avez pas eu le temps de la regarder. J'ai aucune question, j'ai aucun schéma qui m'ait été rendu. Donc, je me dis que c'est pas la peine que j'en mette une nouvelle si vous ne faites pas la première. Donc, essayez de la faire. J'aimerais bien avoir quelques exemples donc que vous pouvez déposer au même endroit, hein, je pense. Euh, Si vous ne pouvez pas déposer, vous me dites, mais j'ai aucune question non plus sur les difficultés à déposer vos coupes géologiques. Donc voilà, moi je veux bien vous remettre une autre coupe géologique, mais il faut que j'ai des retours, hein. Je ne vais pas vous balancer des coupes et des corrigés comme ça. Pour moi, le corrigé, il n'a d'intérêt que si vous avez fait l'exercice. Voilà. De la même façon que ces exercices de géologie, hein, ceux qui doivent me les rédiger me les rendent. Pour les autres, vous devez quand même les tester, les travailler. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt hein, ensuite d'écouter la correction. Voilà, donc il me manquait à nouveau des exercices de géologie. Donc n'oubliez pas de faire tous vos exercices. Je vous rappelle que sur tout ce qui est rendu, en fait, vous aurez une note au final. Voilà. Alors, pour l'instant, j'ai pas rendu tous les exercices de colle. J'ai pas corrigé. En fait, j'ai regardé rapidement. J'ai pas forcément corrigé en détail. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout corriger en détail. En revanche, je regarde rapidement si c'est fait, si c'est sérieux, etc. Et de toute façon, vous avez le corrigé commun. D'accord? Donc, quand je peux, j'en corrige. Alors, j'en corrige toujours deux, trois en détail pour pouvoir faire le corrigé. Voilà, parce que ça m'aide en fait à savoir souvent, déjà en regardant deux, trois, j'ai une petite idée des erreurs. Après, j'ai pas forcément corrigé en détail pour tout le monde. Voilà, donc je vais voir. Alors, pour les interrogations orales et pour les interrogations de géologie, je vais vous donner aussi cet après-midi le programme détaillé. Pour vous donner une petite idée, en géologie, ce sera soit des roches, donc il y aura à la fois roches magmatiques et roches sédimentaires en documents sur lesquels réagir, soit des documents qui porteront sur la partie sédiments, d'accord, sédimentologie. Pour la partie biologie, je ne vais pas mettre que l'embryo. Alors, vous avez eu une synthèse vraiment sur le métabolisme qui est assez générale.
Donc ce que je propose, c'est de faire, des de vous pro ce que je vais proposer, c'est des sujets mardi, le lundi pour ceux qui passent mercredi. Voilà, pour que vous ayez une journée pour préparer et une fois que vous aurez et donc vous allez passer en trinôme, c'est-à-dire que les 3 vont être présents et donc il y aura 3 sujets différents. Chacun écoutera, les 2 autres et les questions des 2 autres et pourra lui-même poser des questions. Alors on se mettra dans des classes, d'accord, comme on a fait pour les TIPE et ensuite, pour chacun des élèves, hem donc j'interrogerai un élève, hein, puis les autres pourront réagir aussi. Je donnerai un ou deux documents géologiques sur lesquels réagir. Ce qui fait que chacun, vous serez interrogé sur les deux. Voilà. Donc 10 minutes, on passera à 5 minutes, plus 5 minutes de questions, un quart d'heure, on va dire, sur la bio et 5 minutes sur la géologie. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Alors, donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'abord de corriger l'exercice de colle. Donc on va commencer par l'exercice de colle. Alors cet exercice de colle, alors juste, j'ai pas l'énoncé sous les yeux, il faut que je le réouvre. Donc cet exercice de colle, en fait, vous aviez 2 exercices, hein, qui n'étaient pas très difficiles, mais qui permettaient de bien remettre quelques idées en place. Et en particulier ici, sur le premier exercice, c'était vraiment sur la CCD. D'accord? Donc, je vous mettrai le corrigé après coup, hein. Donc c'est magnétisme, non. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Voilà, c'est bon. Donc là-dessus, vous aviez à expliquer la nature des dépôts sédimentaires actuels. Donc les dépôts sédimentaires actuels, c'est ceux qui sont en surface. D'accord? Qu'est-ce qu'on observe? On observe 3 types de dépôts. D'accord? Soit on a des argiles rouges, ici en pointillé. D'accord? Soit on va avoir des vases d'organismes calcaires quaternaires. Donc là, en fait, ça va vous donner des calcaires. Alors, on est partout en milieu pélagique, milieu calme, d'accord? Donc, soit en fait, vous déposez des boues argileuses, soit des boues calcaires, mais qui proviennent d'organismes. Et puis ici, dans cette zone-là, donc c'est 15, 16, 17, on a plutôt des dépôts, des vases d'organismes siliceux, d'accord? Donc, donc là, finalement, ça veut dire qu'on a des conditions de dépôt. Ici aussi, on a des vases d'organismes plutôt siliceux, en 5 et 6. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça va signifier, et puis en 17, on a des fragments volcaniques. Voilà. Donc, 17, c'est donc ça, on va essayer d'expliquer tout ça. Donc déjà, la plupart du temps, on est donc sur du milieu pélagique, milieu calme, donc on a des dépôts vraiment très fins. D'accord, ça va vous donner des bouts. Ensuite, euh, soit on a des choses qui vont être plutôt donc les fragments volcaniques, on explique ça simplement. Ici, on a une fosse,
on peut imaginer qu'on est dans une zone de subduction, donc on a des fragments volcanisme liés au volcanisme de subduction. Des vases d'organismes siliceux, ça peut être lié à deux phénomènes. Soit vous êtes dans une zone où il y a énormément d'organismes à test de silicatés, d'accord? Ça, c'est dans les zones de dorsale, par exemple. Soit vous êtes dans des zones profondes où il y a pas mal d'organismes à test silicatés, aussi des organismes à test carbonatés. Mais les organismes à test carbonatés ne vont pas être conservés parce qu'on est en dessous de la CCI. Ça, du coup, ça veut dire que pour K1, K4, K7 et K10, on est au-dessus de la CCD. Et quand on est en dessous de la CCD, on va avoir du coup soit des boues argileuses, d'accord, soit éventuellement des vases d'organismes siliceux. Et donc, on peut répondre à la question suivante, déterminer à l'aide des informations apportées par ces sédiments actuels la profondeur de compensation des carbonates. Donc la CCD. Donc cette profondeur-là, eh bien, on voit que K1, K4, K7 sont à peu près à 4000 et donc K10 aussi. Donc on va dire qu'en dessous de 4000, on est en dessous de la CCD. Au-dessus de 4000, on peut avoir de la sédimentation carbonatée. On n'en a pas forcément, mais on peut en avoir. Voilà. Alors, dernière question, comment expliquer que des calcaires aient pu se déposer au tertiaire au niveau des points 2, 8 et 9? Alors, je reprends le point 2, le point 8, le point 9. Donc, je vois des dépôts calcaires en dessous, 8 et 9. D'accord? Donc, ce sont les mudstones du tertiaire. Ça veut dire qu'on était à une époque où, a priori, on pouvait avoir dans ces zones-là des dépôts calcaires. Or, aujourd'hui, on est en dessous de la CCD. Donc, quelles sont les hypothèses possibles? Parce que là, sur vos réponses, c'était varié, ce que vous m'avez dit. Donc, à votre avis, quelles sont les hypothèses possibles pour expliquer que ici, au tertiaire, on avait le niveau marin a changé. Alors, effectivement, on peut dire soit c'est le niveau marin qui a changé, soit c'est la profondeur de la CCD qui a changé. La position de ces zones, donc K2, K8, K9, d'accord, enfoncement de la plaque. Pourquoi il y aurait un enfoncement de la plaque? On est sur une plaque océanique, donc vous n'êtes pas loin. Imaginez ces points-là. Au tertiaire, ils étaient où? Non, c'est pas de la subduction. Exactement. Il faut imaginer que la dorsale, elle est en B, d'accord? Donc les points K2, la question elle posait sur les points 2, 8 et 9, donc qui sont à peu près symétriques par rapport à la dorsale. Ce sont les points bas aujourd'hui. Mais il y a quelques millions d'années, quelques dizaines de millions d'années, ils étaient beaucoup plus proches de la dorsale et donc beaucoup plus haut parce qu'on a de la subsidence thermique. Donc il faut bien voir que ma plaque océanique, elle s'est déplacée au cours du temps, d'accord? Et elle s'est enfoncée au cours du temps. Donc c'est pour ça que sur les sédiments anciens, on a beaucoup plus de calcaire et ensuite on va avoir des argiles qui se déposent. D'accord? Donc ça, vous avez eu beaucoup de mal en fait avec cette question qui moi me paraissait simple. C'est bien d'imaginer que si on est au tertiaire, on est plus ancien qu'aujourd'hui et donc il y a eu des variations. Voilà. Ok. Alors ensuite, on faisait un petit peu de géologie martienne. Alors la première, vous aviez en fait deux affleurements, un affleurement terrestre, un affleurement martien. Et donc la question qu'on se posait, c'est la question de l'eau sur Mars. Alors la question de l'eau sur Mars, en fait, elle a été résolue il y a déjà longtemps, lors de la première sonde qui a été envoyée sur Mars par la NASA dans les années 60. On avait des évidences qui avaient eu au moins de façon très transitoire de l'eau sur Mars. Quand je dis des évidences, c'est un affreux anglicisme, des preuves.
d'accord? Depuis, il y a eu plein de robots sur Mars qui ont été envoyés régulièrement et chaque robot redécouvre la présence éventuelle d'eau sur Mars. La question, c'est cette eau, est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Alors visiblement oui, mais de façon très sporadique. On parle d'eau liquide, hein, bien sûr, parce que de l'eau à l'état solide, il y en a plein sur Mars, on est bourré. Il y a des calottes glaciaires avec de l'eau, de la glace d'eau et de la glace. Enfin voilà. L'autre question, c'est est-ce qu'à un moment, il y a eu beaucoup d'eau sur Mars, comme nous semblent l'indiquer certaines figures de sédimentation. D'accord. En tout cas, on voit des lits de rivière, etc. Mais un lit de rivière, ça peut être fait de façon très courte si on est sur un terrain meuble. D'accord. Donc c'est assez compliqué. Par ailleurs, les traces de... Enfin, il y a beaucoup d'érosion par le vent sur Mars parce qu'il y a une atmosphère, il y a des vents très forts et avec des tempêtes de sable. Donc, il y a beaucoup d'érosion. Voilà. Donc, on vous propose d'analyser les clichés et puis les informations associées, hein, euh, avec des schémas d'interprétation pour le document 1 et argumenter en faveur ou en défaveur d'une hypothèse de l'eau liquide en quantité importante par le passé. Donc, vous avez d'abord un exemple de molasse oligocène au pied de la cordillère des Andes. Si on est au pied de la cordillère des Andes, hein, on est en milieu euh, continental, on a des molasses. Les molasses sont déposées, en fait, ce sont des sédiments détritiques qui se déposent dans ce qu'on appelle des bassins flexuraux, c'est-à-dire au pied des montagnes. Hein. Il y a énormément de sédiments. Et juste au pied, très souvent, il y a un phénomène un peu d'enfoncement en réaction à la mise en place d'une chaîne de montagnes. Alors là, c'est une cordillère, hein, on est sur une chaîne volcanique, mais malgré tout, on a ça. Qu'est-ce qu'on observe au niveau de cette molasse? Ben, on va observer des structures qui sont variées, avec des aspects un peu variés, d'accord? Donc on peut positionner comme ça. Donc j'ai des sortes de bancs hein, où j'ai des sédimentations qui changent. Alors certains m'ont dit que ça, c'était une faille, mais c'est pas une faille, hein, c'est juste euh, la falaise qui est cassée ici. Vous voyez, il y a une sorte de surplomb. D'accord. Donc ça correspond pas à une faille. On a l'impression que c'est discontinu, mais en fait, c'est continu. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des jeux de la mine, donc que j'ai mis en noir ici, d'accord. Donc, on a des lamines qui se superposent et qui n'ont pas toutes la même forme, donc qui n'ont pas toutes tout à fait. Mais ça nous fait penser à des courants, plutôt des courants d'eau, d'accord, a priori, parce qu'on est sur des tailles, voilà. Et en tout cas, c'est des courants qui iraient dans ce sens-là et dans cette direction. D'accord. Avec éventuellement, ici, la mise en place hein, de rides de courant. On n'a pas d'entrecroisement. D'accord. C'est tout un peu dans le même sens. Donc, on a l'impression qu'on a tout le temps un courant qui va à peu près dans le même sens. Et on a parfois des dépôts ici qui sont horizontaux et superposés. Alors là, vous voyez des chevrons. Je ne suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre d'avoir des chevrons ici. Alors, effectivement, hein, on peut penser à des lits de rivière. Il y a des sortes. Alors, si on a vraiment des chevrons, c'est étonnant parce que ce seraient des, des figures de marée, c'est étonnant. Hein. Par contre, ou alors c'est des. Mais on peut avoir juste des courants comme ça avec des rides, des rides. D'accord. Ou alors, on peut imaginer aussi qu'on est sur des choses qui ont tendance à s'entrecroiser. Mais en tout cas, ça ressemble beaucoup à des lits de rivière. Le fait qu'on soit en plus dans des molasses au pied de la cordillère des Andes nous confirme tout ça. D'accord. On sait dans quel type de milieu on était. Alors, vous ne voyez pas la souris, donc on se... Alors, on voit aussi qu'il y a des changements dans l'hydrodynamisme. Diapositive suivante. Donc, on se retrouve sur Mars. D'accord. On est sur quelque chose qui fait 3 mètres de haut. Donc, à peu près, hein, c'est similaire à ça, certainement.
Enfin, on nous dit que ça, c'est 50 centimètres. Donc, vous voyez, 50, 1 mètre, 2 mètres. Voilà, on est sur à peu près les mêmes choses. Et on trouve finalement quelque chose qui ressemble, avec ici des lamines obliques, ici des lamines un peu plus horizontales, d'accord, qui se suivent comme ça. Donc ça, en fait, ça ressemble vraiment à des dunes ou des rites de courant. Ce qui est compliqué, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de vent sur Mars, donc on n'est pas absolument certain que ce soit lié vraiment au lit d'une rivière. Ça pourrait être des dunes qui ont un peu colmaté de temps en temps quand il y a un peu d'eau qui passe. Mais enfin, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit au niveau des melasses, ça ressemble beaucoup malgré tout à des stratifications entrecroisées de lits de rivière. D'accord? Il faudrait avoir peut-être des coupes dans d'autres sens, avoir des idées pour avoir un peu plus de précision. Hein. Ce n'est pas toujours évident de donner très clairement ce qu'on a. Alors, vous avez ensuite un deuxième document qui est intéressant parce qu'on a en fait ici une paroi interne. Alors, on est sur des cratères, hein, d'accord, et sur ces parois, on se rend compte que en fait, ce sont des roches qui sont composées essentiellement de sulfates. Alors, des roches composées essentiellement de sulfates, c'est quoi? Quelle roche est composée de beaucoup de sulfates vous connaissez? Oh, oh, dans les roches sédimentaires qu'on a étudiées. Le gypse. Donc, une roche composée essentiellement de sulfate, c'est du gypse, en fait. Si c'est du gypse, c'est une évaporite. Si j'ai des évaporites, qu'est-ce que ça signifie? Pour que j'ai des évaporites, il fallait que j'ai des grandes quantités d'eau. D'accord? Et de l'eau qui stagne longtemps, qui va éventuellement s'évaporer. Donc, ça veut dire qu'a priori, ce cratère, hein, à un moment, a été recouvert d'eau. Et qu'il y a eu des phénomènes d'évaporation. Alors, on voit également hein, des phénomènes de sédimentation avec humidification, etc. etc. Un peu plus loin, on a aussi des figures de fentes de dessiccation, etc., etc. Donc, il y a plein de données de sédimentaux, en fait, de figures sédimentaires qui indiquent qu'on avait de l'eau en quantité anciennement sur Mars. Qui dit eau en quantité, hein, dit peut-être être vivant. Mais on ne les a toujours pas trouvés, ces êtres vivants. On ne les a toujours pas trouvés, les martiens. Donc, voilà. On continue à chercher, hein, les chercheurs continuent à chercher des martiens. Les martiens seraient en fait des complots. Mais les martiens ne seraient que de petites bactéries, hein, a priori. Des choses petites, on s'attend à voir. Pas des bonhommes verts. S'il y a une atmosphère, Alexandre, pas d'oxygène, mais il y a une atmosphère. Sinon, il n'y aurait pas de vent. Et la vie n'a pas attendu le dioxygène pour apparaître sur Terre. Voilà. OK. Alors, on va arriver au schéma de subduction. Donc, je vais vous proposer quelques schémas, pris au hasard sur les schémas que vous m'avez rendus. Alors ça, en fait, c'est Enzo le martien. Donc, sur les schémas que vous m'avez rendus, et je les ai tous commentés plus ou moins longuement. Voilà un schéma. Donc ça, c'est des très jolis schémas, c'est très bien fait. Mais malgré tout, il y a des choses qui ne me plaisent pas dans ce schéma. Alors, qu'est-ce qui, a priori, ne me plaît pas dans ce schéma? Il y a beaucoup de choses qui me plaisent, d'accord? Ce qui me plaît, c'est que j'ai les échelles, j'ai la croûte continentale, j'ai la... Non, la chambre magmatique, pourquoi pas, hein? Moi, j'ai un problème. Ici, j'ai du relief. Donc, qu'est-ce que je devrais avoir en dessous?
Alors, il manque la contamination, mais voilà, il manque mon mot, ça va pas. D'accord? Et en fait, la plupart d'entre vous, donc là, il me faut un mot comme ça. Le lien avec les résultats du DS, c'est-à-dire, c'est quoi votre question? Alexandre, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne vais pas mettre de bonus hein, sur ce schéma bilan, si c'est votre question. Ça, c'est... Ah oui, vous voulez dire les liens avec... D'accord. Ok. Alors, ça y est, j'ai compris ce que vous vouliez dire, Alexandre. En fait, là, c'était le schéma bilan. Donc, vous pouviez effectivement renoter les roches, d'accord? Mais, alors, en général, la chambre magmatique, elle est plutôt dans la croûte. Hein. On arrive à remonter, effectivement, on va plutôt se retrouver dans la croûte. Parce que ça va monter assez haut, hein, d'accord? Ou à la base de la croûte. Mais en fait, ça va fabriquer de la croûte. De toute façon, ce magma hein, va fabriquer de la croûte. C'est comme ça que se fabrique la croûte. Donc, on a plutôt tendance à mettre la chambre magmatique dans la croûte. Ensuite, la cristallisation fractionnée, elle n'est pas très bien figurée. Et puis, j'ai pas les contaminations. D'accord? Effectivement, pour avoir les roches L1, L4, il faut que j'explique par de la cristallisation fractionnée. Par contre, j'ai la fusion partielle à peu près au bon endroit, j'ai pas mal de choses qui sont bien. Alors, autre point, là aussi, je n'ai pas forcément noté systématiquement, mais si vous prenez la limite à 1200 degrés, 1300 degrés, vous voyez bien que cette limite ici, elle va faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'avec la plaque océanique qui s'enfonce, eh bien, ma limite 1200 degrés, elle bifurque un peu parce que ça va refroidir ma lithosphère tout autour. Oui, mon manteau. D'accord? Alors, ensuite, il y a plein de confusions entre manteau, mot, limite 1300 degrés. Il y en a qui ne savent plus ce que c'est que la lithosphère, ce que c'est que la sténosphère, etc. Donc, quand vous avez un schéma bilan comme ça à faire, bien sûr qu'il faut que ce soit en lien avec le devoir et l'exercice que vous aviez à faire, mais surtout, c'est aussi l'occasion de vérifier que vous connaissez la structure du globe. D'accord? Donc la structure du globe, vous ne devez pas faire d'erreur en ce qui la concerne. C'est possible. Alors là, j'ai une épaisseur hein, de lithosphère à 40 km. Elle pourrait être plus épaisse, ma lithosphère. Hein. Alors, il se trouve que c'est plutôt de la lithosphère jeune là qui subducte. Enfin non, pas spécialement en fait. Donc là, c'est plutôt plus épais. En fait, 40 km d'épaisseur, c'est le début où on peut avoir de la subduction, mais ce n'est pas forcément le moment de la subduction. Ok? Alors, je vous en mets un autre. Vous ne voyez pas forcément hyper bien parce que c'est pas très marqué, hein, il y a beaucoup de luminosité. Alors, ici, donc j'ai la subduction ici, hein, donc c'est dans l'autre sens. Alors là aussi, n'oubliez pas d'orienter, s'il vous plaît. Je ne sais pas si la précédente était orientée. Non. Donc là, ah si. Non, c'était pas orienté. N'oubliez pas d'orienter. Donc ensuite, on évite de tracer une droite. Et puis là aussi, il manque la racine crustale. D'accord? Par contre, ce qui est appréciable, en fait, vous avez un bassin d'arrière-arc. Oui, la cristallisation fractionnée. Pour répondre à Lina et Agathe, vous avez un bassin d'arrière-arc au niveau de la plaque Caraïbe. La plaque Caraïbe, c'est un peu compliqué, sa nature. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau ici,
finalement, au niveau où vous allez avoir ici des volcans, on peut considérer en fait, on fabrique de la croûte continentale. Donc, si vous m'aviez schématisé plutôt une croûte continentale, ça m'allait bien. D'accord? Si vous m'avez schématisé comme une croûte océanique avec des volcans, mais quand même un mot qui s'enfonce du coup, et en fait, on est en train de fabriquer du matériel de croûte continentale, ça m'allait aussi. D'accord? Voilà, pour répondre à votre question. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien la cristallisation fractionnée. On a également la contamination. Donc ces phénomènes-là, qui étaient les phénomènes centraux à mettre en évidence, ils sont bien là. D'accord? Bon, après, il y a des choses à reprendre un petit peu. Alors ici, donc, vous avez toute cette partie ouest de la plaque Caraïbe, il ne fallait pas rentrer dans le détail, donc nous, on s'intéressait à cette zone-là. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous avez des choses à dire? Alors là, voilà, il y a une grosse erreur de confusion entre manteau supérieur et manteau lithosphérique. Donc ça ne va pas. D'accord? Ça, c'est le manteau lithosphérique. Et, voilà. Et donc, il me manque du coup les échelles, parce que moi, quand je vois manteau supérieur, je me dis que c'est la limite à 650 km, etc. Il y a les échelles? Oui, elles sont un peu notées ici. Tout à fait. D'accord? Donc ensuite, bon, là, mon mot, ça ne va pas. Hein, il faut que j'ai un mot qui descende ici avec une racine crustale, si je le dessine ici. Et j'ai ici la chambre magnétique. Alors, si vous me citez juste qu'il y a cristallisation fractionnée, c'est peu parlant. Donc, on verra comment on peut le schématiser. Donc, soit vous faites un zoom, comme avait fait sur le schéma précédent, comme avait fait Mathieu, soit vous faites... Enfin, juste écrire cristallisation fractionnée, c'est pas très parlant. D'accord? Par contre, contamination, elle est présente ici. Donc, ça, c'est bien. Alors, ici, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Bah, elle manque, oui et non, parce qu'en fait, alors là, j'ai une température qui n'est pas la bonne. D'accord? Donc ça ne va pas. Par contre, vous voyez bien qu'a priori, ça descend comme ça. Et on voit ici vraiment qu'il y a formation de matériel crustal. D'accord? En fait, ces petites croix-là, c'est du matériel crustal, croûte continentale. Et pour moi, en fait, il y a les pointillés qui descendent comme ça. Par contre, là, il y a la température qui est fausse. Et là, je ferai un virage comme ça, hein, d'accord, pour le 1300 degrés. Donc là, il y a la température qui est fausse. Sinon, je trouve que c'est assez bien fait, d'accord, parce qu'on a bien la zone de fusion partielle, la remontée, ici, la cristallisation. Le problème, c'est que la cristallisation fractionnée, elle est figurée ici par une flèche, donc comme... ah, je ne suis pas sûre que vous arriviez bien. Donc la cristallisation, je vais remettre, voilà, fractionnée, elle est ici représentée par une flèche qu'on a ici, et c'est peu parlant. On ne comprend pas très bien ce qui se passe. En plus, normalement, la cristallisation fractionnée, c'est plutôt dans la chambre magmatique. D'accord? Et puis ensuite, vous avez les différents volcans. Voilà. Ah, mince, j'ai pas mis le bon. Je vous ai fait un schéma moi aussi, donc je vais essayer de vous l'afficher. Et j'ai pas mis le bon. Donc moi, je vous ai fait un schéma où vous le regarderez sur le corrigé, parce qu'il n'est pas affiché ici. Pourtant, je l'ai fait. Je n'ai pas sauvegardé en PDF, en fait. Voilà. Donc, je vous le mettrai dans le corrigé où j'ai essayé de tout remettre.
d'accord? Et faire plusieurs volcans pour montrer qu'on peut avoir plusieurs roches qui sont formées, peut-être à des moments différents, etc., etc. Voilà. Mais en fait, ce que je voulais souligner, c'est que j'ai eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs avec des choses qui étaient pas claires sur la structure du globe. Et ça me pose problème. OK? Alors, on va reprendre maintenant le développement. On en était resté à la gastrulation. Donc, le cours dans l'après-midi, il est pratiquement terminé. Mais là, c'est le TP qu'on fait. Alors, donc on arrive ici à la blastula, d'accord, à la fin de la première période, qui est la segmentation. Et en fait, une fois qu'on a cette blastula, on va avoir donc la gastrulation qui dure environ 8 heures et qui est en fait caractérisée par des mouvements cellulaires intenses. Et cette gastrulation, elle va commencer comme ça. C'est ces schémas-là. Pourquoi ça bloque? Ça ne veut pas me présenter les schémas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on observe en fait? Je vous montre tout de suite le document, d'accord? On va observer ici, d'accord, au niveau donc de la partie dorsale, donc en bas de la zone marginale, si vous voulez, d'accord, en bas de la zone marginale dorsale. Donc si je reprends ici, donc ici on va dire que c'est la piqûre spermatique, ici on avait le pardon, il faut que je vous ai. Donc ici la piqûre spermatique, ici le croissant gris. Eh bien c'est à ce niveau-là qu'on va avoir cette petite encoche qui se met en place. D'accord? Et en fait, elle se met en place et on va avoir, ça se met en place parce qu'il y a des cellules qui vont rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que cette encoche, elle va grandir, d'accord? Elle va grandir ensuite de façon latérale jusqu'à former une sorte de cercle qu'on appelle le bouchon vitellin. Et en fait, en bas de ce cercle, on aura toujours les macromères, et puis au-dessus, on a des micromères. Les micromères vont se mettre en fait à occuper toute la surface de l'embryon et les macromères vont avoir tendance à rentrer à l'intérieur de l'embryon. D'accord? Donc on voit que ça rentre à l'intérieur et les micromères vont venir ici occuper. Et en général, je remets la vidéo. Voilà. En général, en fait, donc vous avez, si vous voulez, la petite encoche, d'accord? Donc ça fait rentrer à l'intérieur les cellules. Cette petite encoche va former un cercle au bout d'un moment parce que l'encoche va en fait grandir sur les côtés et en bas. Et donc, les cellules qui étaient ici vont rentrer à l'intérieur et les cellules qui étaient à l'extérieur, donc à l'extérieur de la calotte, vous ne voyez pas beaucoup, vont en fait venir comme ça occuper tout l'espace et finalement grandir comme ça et recouvrir le bouchon vitellin. C'est ce qu'on voit un petit peu ici. D'accord? Alors, vous en faites pas, on va reprendre ces mouvements de la gastrulation en détail, à la fois sur la suite du TP et sur le cours. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on suit ces mouvements? Alors, pour suivre ces mouvements, c'est très très simple, d'accord? C'est qu'on va en fait utiliser une coloration. On va colorer les cellules, d'accord? Et en fait, on va suivre les taches colorées. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, vous avez euh, pardon. Vous avez la première tâche et vous voyez que cette première tâche, elle va avoir tendance à s'agrandir, puis à disparaître, à s'approcher de l'encoche et finalement à disparaître. Vous voyez que la deuxième tâche sur le côté, elle s'approche de l'encoche et elle disparaît.
Elle disparaît pas parce que les cellules disparaissent, mais parce que les cellules rentrent à l'intérieur de l'embryon. Donc on le voit bien sur le document suivant. Voilà. Alors, c'est le document encore. J'ai des soucis là pour présenter les documents. Excusez-moi aujourd'hui. Bon, je vais enlever la vidéo. Voilà. Je vais en mettre un point. Voilà. Donc là, on voit bien un petit peu ce qui se passe. Donc on a le blastopore, l'encloche blastoporale. D'accord. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que les cellules en dessous et les cellules au-dessus, elles ont tendance, d'accord? Donc ici, ça fait des taches qui vont avoir tendance à s'agrandir un petit peu. Et surtout, on va migrer et rentrer à l'intérieur. Alors, si on fait une coupe, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe ça. Vous avez au départ, ça c'est vraiment le blastopore, l'encoche blastoporale, face dorsale, face ventrale. Donc en fait, le blastopore, cette encoche-là, ensuite, va, va avoir, va permettre en fait la mise en place de tout le tube digestif. D'accord? Donc, vous avez ici les cellules et on voit qu'il y a des cellules qui vont prendre une forme particulière et ça va faire enrouler tout ça. Donc les cellules qui sont à la périphérie, là, elles vont grandir, elles vont s'étaler, d'accord? Et vous voyez que ces cellules, les macromères, ils vont rentrer à l'intérieur et on va avoir aussi des mouvements ici, d'accord? Donc tout ça va rentrer à l'intérieur. Ce qui va se passer, c'est qu'en même temps, votre embryon, il va faire une rotation de 90 degrés. Pourquoi? Parce que les macromères qui étaient ici, en fait, ils vont plus se retrouver ici. Ils vont changer de place, ils vont tourner un peu, ce qui fait qu'à la fin, ce qui correspondait ici à l'encloche du blastopore et au blastopore en général, va se retrouver en bas, d'accord? Dans la zone euh, dorsale, qui sera en bas. Voilà. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Ça, c'est le schéma que vous avez. D'accord? Avec l'encloche blastoporale, jusqu'à n'avoir plus que la fente blastoporale. Alors, c'est intéressant parce qu'on est en fait chez un groupe d'animaux, d'accord? Donc, les deux stérostomiens, c'est que le blastopore, qu'on voit ici, qui se met en place, donc les deux stérostomiens, le blastopore donnera l'anus, alors que chez les protostomiens, le blastopore donne la bouche. D'accord, on y reviendra aussi. Alors, si on continue un petit peu pour regarder ces mouvements de plus près, donc on a ces schémas de suivi. Donc ça, c'est un schéma que vous avez, vous, sur votre poly. Et puis celui-là aussi. Alors, au départ, ce n'était pas de la fluorescence, comme je vous ai montré, mais c'était vraiment des marquages simples qui ont été faits assez tôt, au XXe siècle. Et on voit en fait plusieurs types de mouvements, et en particulier des mouvements ici d'étirement des cellules. Les cellules, il y a plusieurs cellules qui sont marquées, elles s'étalent, d'accord? Les cellules, elles s'étalent, et ensuite elles sont certaines, donc les bleues là, elles vont être complètement rentrées à l'intérieur, donc elles vont être en involution. D'accord? Donc l'étalement des cellules, c'est ce qu'on appelle de l'épibolie. D'accord? L'invagination et en fait la disparition de certaines cellules à l'intérieur, donc par exemple la tâche 2, c'est ce qu'on appelle de l'embolie. D'accord? Et puis les extensions latérales en direction comme ça du blastopore, ça c'est ce qu'on appelle la convergence. Voilà. Donc de côté, voilà ce que ça va donner. Donc vous voyez bien que la partie supérieure, la calotte, va s'étaler et occuper l'ensemble de l'embryon. Dans le temps,
Ça se passera comme ça. On va prendre plutôt l'autre schéma que vous avez sur votre page 6. Pour comprendre un petit peu ces mouvements, on y reviendra de façon plus précise. Donc ça, parce que c'est des cellules qu'on arrive à voir. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que se mettent en place au niveau de l'encoche blastoporale, en fait, ce qui déclenche la formation de l'encoche blastoporale, c'est le changement de forme de certaines cellules, d'accord, qui prennent une forme en bouteille, ici. Et en fait, une forme en bouteille, et c'est des cellules qui sont contractiles, donc qui vont, en quelque sorte ici, se coller à d'autres cellules, se contracter vers l'intérieur, et donc à ce moment-là, tirer les cellules comme un tapis roulant. Ensuite, elles se décollent des cellules, elles se décontractent et elles tirent les cellules. D'accord? Alors, est-ce que voilà, on va juste regarder ça rapidement. Donc, vous avez les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre ici et là, on a fait une rotation. C'est-à-dire qu'ici, vous aviez pôle animal, pôle végétatif. L'ancien pôle animal se retrouve ici. L'ancien pôle végétatif se retrouve ici. D'accord? Et donc, l'encoche blastoporale, qui était plutôt dorsale, devient à ce moment-là, ici, au niveau du pôle végétatif, donc la partie postérieure, et se transforme en anus. D'accord? On est donc chez les deutérostomiens. Donc chez nous aussi, c'est pareil, hein, le blastopore est à l'origine de l'anus. Donc, cette encoche blastoporale, elle se met en place ici, et elle va permettre de faire rentrer des cellules à l'intérieur. Et ça va tapisser, en quelque sorte, ça va former une nouvelle, vous voyez, ça rentre à l'intérieur, et donc ça forme ici une nouvelle cavité. Et donc l'ancienne cavité, le blastocele, va petit à petit être complètement comblée par les cellules, les macromères qui rentrent à l'intérieur et qui tournent à l'intérieur. D'accord? C'est parce qu'ils rentrent et ils tournent qu'on va avoir l'ensemble de mon embryon qu'on voit ici tourner et se positionner de cette façon. Et donc le nouveau, en fait, ce que vous allez voir apparaître ici, d'accord, c'est en fait l'archentéron qui va donner le futur tube digestif. Donc cet archentéron, il est ici. Ensuite, il va être au-dessus. Et puis ici, on va avoir donc la face ventrale, la face dorsale, les macromères petit à petit, hein, qui sont bourrés de réserves, vont un peu se résorber. Et en fait, on va avoir un archentéron qui est entouré de ces cellules vertes, les anciens macromères, qui vont constituer donc l'endoderme. Les cellules qui étaient au niveau de la calotte, ici, donc qui sont figurées ici en bleu, constitueront l'ectoderme et donc vont entourer l'ensemble de mon embryon. Et les cellules rouges ici, hein, vont former ici, au milieu des deux autres, ce qu'on appelle le mésoderme, donc on va surtout retrouver dans cette partie haute, et qui sera à l'origine de tout un ensemble d'organes. Alors on peut regarder un petit peu et légender les clichés en microscopie électronique à balayage. Donc ici, c'est bien simple. On observe bien les macromères, les micromères, d'accord? Vous les observez tous. Et puis on a ici l'encoche blastoporale. Vous êtes d'accord? Donc cette encoche blastoporale, si je fais une coupe comme ça, d'accord? Et que je regarde comment c'est à l'intérieur, bien voilà ce que je vais y trouver. Je vais y trouver les fameuses, alors c'est quoi ces cellules-là, qui ont une forme un peu triangulaire? Donc, la cellule que j'entoure, comment on peut l'appeler? Alors, je ne l'entoure pas très bien. Je vous écoute, c'est quoi comme cellule? Je vous ai perdu là.
Ce sont des cellules en bouteille, d'accord? C'est des cellules qui vont avoir, donc qui vont former des bouteilles, des formes comme ça. En fait, elles sont reliées à d'autres cellules. Elles vont s'étendre. Elles vont s'étendre dans ce sens-là, puis éventuellement se recontracter dans ce sens-là, puis se réétendre dans ce sens-là. D'accord? Et donc, ça forme ces cellules en bouteille. Ici, on est sur et donc pour l'instant, on est vraiment sur le tout début ici. Hein. On n'a pas encore vraiment de mouvement d'involution. On ne voit pas vraiment de cellules qui ont commencé à rentrer. Ici, sur le cliché qu'on a ici, là, on est un peu plus loin. Vous voyez qu'on a un premier feuillet là, d'accord? Et ici, des cellules qui sont rentrées par involution. On a ici nos cellules en bouteille, et ici, on a toujours le blastopore qui commence à se former. D'accord? Donc ici, on voit bien, d'accord, comment ça se passe. On a ici ces cellules qui formaient l'ancienne calotte. Oui, ce sont les cellules en bouteille qui vont initier l'invagination, c'est-à-dire l'embolie. D'accord? Ce qu'on appelle l'embolie. Tout à fait. Et ensuite, elles vont être de plus en plus à l'intérieur, d'accord? De plus en plus profond. Et elles vont continuer en fait à tirer les cellules et les faire rentrer de ce côté et de ce côté. Donc à la fois des micromères, on fait rentrer des micromères qui vont en fait constituer ensuite le mésoderme, et puis les macromères qui vont venir constituer l'endoderme. D'accord? Donc vous avez ici, si vous voulez légender, le blastopore, les cellules en bouteille, d'accord, qui sont là, et ici, vous avez en fait déjà l'étalement de la calotte animale, donc c'est le futur ectoderme. D'accord? Les deux derniers clichés correspondent à ce qu'on observe à la fin sur la fin de la gastrulation. La gastrulation n'est pas finie, mais on est déjà à la fin. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on a des macromères partout à l'intérieur. Donc, tout est tapissé de macromères. Et donc, ce trou-là, d'accord, cette cavité, c'est quoi? C'est l'archentéron. L'anus, il sera ici, après. Donc là, on n'a pas encore le blastopore, la vagination n'est pas encore complète. On a encore ce qu'on appelle le bouchon vitellin. C'est-à-dire qu'on a encore des macromères là. Vous voyez, on les suit bien, ces macromères, on les reconnaît. Par contre, partout ici, on a des micromères. Et le blastocèle est complètement écrasé. D'accord? Donc ici, vous avez le bouchon vitellin. Vous pouvez noter macromère, micromère, archentéron. D'accord? Et donc, voilà. Vous voyez pas ma souris? Pourtant, normalement, j'ai la... Donc, je reprends. Je vous redonne quand même. Hein. Donc ici, c'est le bouchon vitellin, qu'on voit très très bien ici, hein, sans la coupe. Et on voit très très bien qu'au niveau du bouchon vitellin, j'ai des macromères, alors que tout autour, j'ai des micromères. D'accord? Ici, j'ai l'archentéron, qui est tapissé de macromères. Et puis, à la périphérie, j'ai des micromères. On voit bien que là, c'est très épais. C'est parce que j'ai bien le mésoderme qui commence à s'épaissir ici. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Mais est-ce que, Lucie, est-ce que vous avez tous pu légender, malgré l'absence de souris pour certains? Ah là là, les multiples... Oui, Enzo est une personne très multiple, hein, du martien à la souris.
Alors, donc qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi cette structure sur la coupe que vous avez? Donc c'est page 7 de votre poli. C'est quoi là? Ce qu'on pourrait noter en 6. C'est le bouchon vitellin. En 5, du coup, ce serait quoi? Donc en 6, c'est le bouchon vitellin, on est d'accord. Qu'est-ce que j'aurai en 5? Bon, en 3. Essayez de me donner en fait ce que vous mettriez. Voilà, ce que vous écririez. En 1, en 2, en 3. Alors, arcan. Alors, ça ne s'écrit pas comme ça, arcantéron. Lucien, il faut que vous appreniez bien l'orthographe des mots. Hein. Théron, avec un R. Arcantéron. Voilà, arcantéron. Ça, c'est pour le 3. Hein. Le 1, c'est quoi? Donc 6, c'est bouchon vitellin, arcantéron. Oui, pour le 5, vous pouvez mettre éventuellement endoderme, ou sinon, ce que vous pouvez aussi noter, c'est simplement qu'on a les macromères. D'accord? Ectoderme, Axel, ce serait pourquoi? Pour le 1, d'accord. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, 4 et 7, vous n'allez pas trouver tout seul. C'est ce qu'on appelle les lèvres du blastopore. Donc, 4, c'est la lèvre dorsale du blastopore. D'accord? Et le 7, c'est la lèvre ventrale. Ensuite, on va pouvoir orienter. Du coup, ici, on a la partie postérieure, la partie antérieure. On ne parle plus de pôle végétatif et pôle animal. D'accord? Donc là, c'est partie antérieure. Là, c'est partie postérieure. Là, c'est le dos. Là, c'est le ventre. D'accord? Donc ça, c'est très important d'orienter. Alors, 8, il ne va pas bien jusqu'où je voulais. Alors, je vous mets. Voilà, c'est bon. Dos, ventre, c'est bien écrit. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il faut. Donc là, c'est partie postérieure, partie antérieure. Ça, c'est l'avant. Donc, pardon. Ici, vous avez l'avant. Ici, vous avez l'arrière. Alors, pour le 8, en fait, j'aurais aimé que le petit trait de légende aille jusqu'ici. Ça, en fait, ce que vous voyez, ce truc un peu blanc, là, c'est l'ancien blastocèle. D'accord? C'est le blastocèle qui a été complètement écrasé. Voilà. 2, oui, ça va être les cellules du futur mésoderme. On est d'accord. Je vois que vous écrivez ça. Donc, on a tout bon. OK? Ça, c'est important, en fait, quand vous avez une coupe comme ça, que vous arriviez à vous orienter.
Je vous mets la dernière diapo pour conclure là-dessus, avant de passer alors ça, on y reviendra, en cours. Ça, c'est pour bien que vous compreniez le basculement qui se fait au niveau de mon embryon. Voilà, c'est ça que je voulais vraiment vous montrer. Qu'est-ce qu'on observe en fait? Eh bien, on a finalement l'endoderme ici, le mésoderme, alors qui forme des lames latérales très très fines, d'accord? Et puis le neuroectoderme, enfin l'ectoderme qui va donner en fait le neuroderme, le système nerveux, on va voir après, et l'épiderme. L'étape suivante, du coup, ce sera la neurulation, c'est-à-dire la formation de ce système nerveux. Voilà. Donc on voit ça demain. On finit le TP et on commence le cours. Donc, je vous mets le cours dans l'après-midi sur le cours détaillé parce que vous avez l'ensemble des documents déjà, normalement, si vous les avez récupérés ou si vous les avez reçus. Voilà. Et sinon, les documents sont déjà mis sur le Drive. Est-ce que vous avez pu tous voir les vidéos? Je vous ai aussi mis plein de vidéos de Géol. J'aimerais bien que vous les regardiez également. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous dis tous à demain.